bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence Développer l'économie circulaire, les déchets, un enjeu de souveraineté nationale et territoriale. Nous n'avons que 45 minutes pour aborder tout ce que ce titre englobe. En gros, l'important, c'est le déchet aujourd'hui. C'est une véritable valeur. Et pour en parler, j'ai la chance d'être accompagnée de François Gross. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur, directeur général de Symbiose et auteur de, vous avez le livre, je dis le bon titre, j'ai tellement d'informations. Croissance soutenable, la société au défi de l'économie circulaire. Ça, c'est pour citer que 2 de vos activités, parce que je sais qu'elles sont très nombreuses. À côté de vous, Bertrand Chamas, vous êtes président-directeur général de Gerflor. Vous aussi, vous n'êtes pas venu avec un livre, mais j'ai des échantillons ici qu'on pourra peut-être faire passer après la conférence dans la salle. Stéphane Leterrier, bonjour. Vous êtes donc le directeur général adjoint du groupe Paprec, spécialiste justement du déchet et de sa valorisation. Et à côté de vous, Olivier Sénarbieux, vous êtes directeur général Grand Sud et valorisation organique. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, François, peut-être pour faire un petit état des lieux sur ce que représente le déchet aujourd'hui. Longtemps, il a été pointé du doigt. On ne savait pas quoi en faire. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie valeur. Et c'est important pour les entrepreneurs qui sont là. Voilà, je pense que tout le monde en a conscience, mais qu'est-ce qu'on peut en faire et comment aussi agir en amont ? Oui, aujourd'hui, toutes les politiques publiques qui tournent autour de l'environnement parlent d'économie circulaire. Et évidemment, le déchet est forcément au centre de cette économie circulaire. Et on a tous en tête que si on recycle, par exemple, 80% des déchets d'une certaine matière première, il ne reste que 20% à couvrir avec des matières vierges. Et on peut penser qu'on va retarder d'un facteur 5 l'épuisement des gisements de matières premières. Et en fait, la question que je m'étais posée et qui a conduit initialement à ce livre, c'était de se dire, OK, mais ça, quand les consommations croissent chaque année avec la croissance, qu'est-ce que ça devient ? Et en fait, la conclusion, elle est assez dérangeante, c'est qu'en réalité, on ne multiplie pas par 5 la durée de vie des gisements, on les augmente à peine de 8 ans, par exemple, dans le cas du fer, et alors qu'on recycle les 3/4 du fer mondialement au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que la croissance annihile complètement les effets du recyclage, finalement, sur un temps un tout petit peu significatif. Et ce que montre ce livre à la fin, ce à quoi je suis arrivé, c'est que finalement, il y a une mesure qui ne fait pas en général partie des politiques publiques, qui commence à faire partie de certaines démarches industrielles, qui est la clé en fait d'une véritable économie circulaire, c'est qu'il faut cesser de s'occuper du déchet, en fait, il faut s'occuper des productions neuves et susciter en fait tout simplement des productions qui viennent majoritairement à terme du déchet. C'est-à-dire que c'est plus recycler ce que nous rejetons qui est déterminant, c'est ne consommer que des matières neuves ou des produits neufs produits à partir des déchets que nous avons rejetés. Et cette inversion de logique est la clé pour passer à une véritable économie circulaire. Je pense que votre voisin a déjà bien assimilé cette notion. Alors, on va peut-être faire une brève présentation de Gerflor. Bien sûr. D'abord, et après, voilà, vous avez compris effectivement ce message. Ça a résonné. Oui, bonjour à tous. Juste un mot sur Gerflor, pour ceux qui ne connaissent pas. Gerflor, c'est un groupe français qui est spécialisé dans tout ce qui est revêtement de sol, mural et les accessoires associés. On livre en fait l'intégralité des sols sur lesquels vous marchez tous, que ce soit de l'hôpital, scolaire, gym, sport, transport, que ce soit aéro, bus, car, train, l'industriel également, les sites industriels. Je dirais, quelque part, on est présent et effectivement, ce que vous dites est au cœur de nos préoccupations. Je reviendrai dessus. Gerflor, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour cette année. Nous sommes présents dans une trentaine de pays avec une trentaine d'usines, 4500 collaborateurs. Et ce qui nous fait vivre, c'est la passion de ces collaborateurs. Il y a 40 nationalités dans notre groupe. En France, c'est 2000 personnes, 2000 collaborateurs, autour de 9 sites industriels.
90% de ce que nous livrons en France est fabriqué en France. Ça, c'est un point important. Ça fait partie de notre stratégie de proximité. Et aussi, on a un rôle, je dirais, de formation, puisqu'on forme à peu près 500 personnes, que ce soit des professionnels du revêtement de sol, mais aussi des étudiants, des BEP, pour tout ce qui est accession, avec des formations reconnues par l'État. Donc voilà, en quelques mots, Gerflor. Et donc, vous avez compris, juste avant que je donne la parole à Stéphane Le Terrier, évidemment que dès le départ, il faut penser à la matière première et bien la sourcer. Et c'est ce que vous faites. Bien sûr, tout à fait. Dans la stratégie de Gerflor, ça, c'est pas l'occasion de cette réunion, ça fait partie d'un de nos axes, ce qu'on appelait des forces motrices du groupe, tout ce qui est développement durable. Et dans le développement durable, on a 5 objectifs. Le premier, bien évidemment, qui est un peu la synthèse de tout ce que nous faisons, c'est la baisse de notre empreinte carbone. On a un programme 2020-2025 de baisser de 20%. Aujourd'hui, on est plutôt à 14-15%, c'est encore difficile, il faut atteindre les 20%. Le deuxième, c'est tout ce qui est contenu biosourcé dans nos produits. C'est pas forcément dans cette logique-là, mais on part du principe qu'on a aussi besoin d'aller chercher des contenus, de la matière biosourcée. Ça fait partie. On vise 10%, aujourd'hui, on est plutôt à 8%. Et ensuite, il y a toute la partie économie circulaire que vous avez mentionnée. C'est comment incorporer du recyclé dans nos produits. On reviendra sur notre projet commun avec Paprec. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de contenir 30% de recyclé dans tous nos produits en moyenne. On est à 25%. Il y a des produits qui incorporent 80%, d'autres un peu moins. Mais c'est ça l'objectif, effectivement, complètement en lien avec ce que vous venez de dire. C'est on veut du recyclé dans nos produits. Pour nous, le déchet, et on verra comment on va plus tard, je suppose, j'aurai peut-être le temps, on le réincorpore à travers le marché, à travers des cycles de recyclage avec Paprec, pour faire en sorte qu'il fait partie pleinement de notre stratégie produit-process. Voilà, ça c'est important. Alors, avant d'en savoir plus sur votre association justement avec Paprec, on va peut-être présenter Paprec, Stéphane Le Terrier, pour ceux qui ne connaissent pas tous les secteurs d'activité parce que c'est quand même une grosse entreprise aujourd'hui. C'est ça. Alors Paprec, c'est aussi un groupe français, un groupe familial, industriel. Vous avez le PDG qui est pas très loin d'ici, qui intervient d'ailleurs sur le Bang, c'est ça Exactement. D'ici quelques dizaines de minutes. C'est un groupe qui a été fondé il y a 30 ans par Jean-Luc Petit-Huguenin, donc le père de Sébastien, l'actuel PDG, qui est parti parce que vous êtes tous soit créateurs d'entreprises, dirigeants, cadres d'entreprises. C'est une très belle success story, au-delà du fait qu'on soit le leader français de la valorisation des déchets. Il a commencé il y a 30 ans à La Courneuve avec 45 personnes. On adore cette histoire parce que maintenant on est 12 000. Ça faisait quelques millions d'euros. On va faire un peu plus de 2,5 milliards à la fin de l'année. Et puis il y avait quelques milliers de tonnes de déchets à l'époque. Et maintenant on gère 16 millions de tonnes de déchets. Voilà, ça c'est l'histoire de la success story. Il y a plein de formidables success stories aujourd'hui. Celle-ci c'en est une très belle. Et la famille est toujours à la tête de l'entreprise. Les deux des enfants sont à la tête de l'entreprise. Paprec, c'est, je le disais, le leader de la valorisation des déchets en France et puis dans un certain nombre de pays dans le monde. Il y a plusieurs formes de valorisation de déchets. On pense au recyclage et on est le leader français du recyclage. On est le leader des déchets des entreprises, la valeur du recyclage des déchets des entreprises, de grandes entreprises industrielles comme Gerflor et puis aussi des petites. On est aussi le leader du recyclage. Ça va vous parler à tous des déchets des particuliers. On trie un Français sur 4. Votre poubelle jaune, sans doute, c'est une bonne partie de vous dans la salle, on la trie. Ça, c'est la partie pour laquelle on est le plus connu dans l'histoire de Paprec. Paprec, c'était papier recyclage à l'époque. Et puis, il y a la valorisation organique, dont Olivier est le patron, qui est un axe très important également. Donc, tout ce qui est retour à la terre, il vous en parlera bien mieux que moi. Et puis, il y a également une partie qu'on a développée très fortement il y a 2 ans, qui est la valorisation énergétique. C'est-à-dire que quand on a fait tout ce qu'on pouvait en valorisation matière, et c'est le leader français qui vous le dit, quand on a fait tout ce qu'on pouvait en termes de valorisation organique, il reste à faire à ce moment-là de la valorisation énergétique. Ça permet d'économiser des ressources naturelles là également. Voilà, c'est ça tous nos métiers. On fait ça sur un peu plus de 300 sites industriels en France, en Europe et dans quelques pays du monde. Olivier, alors, la valorisation organique, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que ça englobe ? Je vais rebondir. Paprec est né dans les années 90. Dans les années 90, on a demandé à tous les Français de trier le déchet sec, les papiers, les journaux. On triait déjà un petit peu le verre. Et puis là, la prochaine année, au 1er janvier, on va devoir, tous autant qu'on est, aussi bien à la maison qu'à l'entreprise, on va devoir trier les biodéchets. Alors qu'est-ce que c'est les biodéchets ? C'est
les déchets de préparation de repas, les déchets verts aussi, tous les déchets organiques qui se dégradent biologiquement. Donc les collectivités, les entreprises sont en train de réfléchir, c'est dans 3 mois, pour mettre en place une 3e poubelle. Donc on a déjà notre poubelle jaune où on trie les déchets secs, ce qu'on appelle papier, carton, plastique. Le reste, l'ultime, et aujourd'hui on réfléchit, il va falloir mettre en place au 1er janvier, je répète, le tri de déchets organiques. Le déchet organique, qu'est-ce que c'est ? C'est un déchet qui se dégrade. Donc 2 solutions. La première solution, c'est on le prépare pour qu'il soit méthanisé ou composté. Et là, 2 bénéfices. Le bénéfice, c'est que quand il se dégrade, il produit un gaz. Et ce gaz, on va pouvoir l'injecter dans les réseaux. Et donc, en ce moment, on parle de souveraineté énergétique et eh bien, c'est l'heure. Donc, le déchet de demain, il va produire du gaz qu'on va pouvoir utiliser dans les réseaux. Et le deuxième bénéfice, le deuxième bienfait de ce déchet organique qui a été digéré, il va pouvoir nourrir, il va pouvoir amender les sols. Et là aussi, c'est pour se substituer des engrais minéraux, des engrais de synthèse qui viennent d'Ukraine ou qui viennent du Maroc. Et les agriculteurs auront la chance de pouvoir nourrir leur sol grâce à un compost ou un digestat qui est fabriqué près de chez eux. Et vous travaillez main dans la main avec le gouvernement parce que quand on sonde autour de nous, il y en a plein qui n'ont pas conscience que c'est dans 3 mois. Et on se dit, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que vous accompagnez justement le gouvernement à mettre ça en place ? Oui, on a beaucoup de chance parce que là, c'est demain. Vous représentez bien, tout le monde s'est mis dans sa cuisine et on se dit, mais moi, ça ne va pas être possible. Là, j'ai pas la place, ça va sentir, ça va m'amener des mûcherons. Donc, il y a plein de freins qui arrivent. Et on s'aperçoit que quand on commence à réfléchir à ça, bien, il y a le geste tri change. C'est-à-dire, grâce à cette nouvelle poubelle, eh bien, je vais me mettre à penser que peut-être un peu moins de gaspillage alimentaire, peut-être un peu de réduction des emballages, mais aussi le geste de tri, d'achat, de conception, tout ça va être modifié. Donc, et on s'aperçoit que la mise en place de la 3e poubelle, eh bien, on a beaucoup moins de déchets dits ultimes, de déchets dont on ne sait pas quoi faire. De beaucoup plus de recyclables. C'est-à-dire qu'on se dit, ce déchet-là, il n'est pas organique, et il est recyclable, donc je vais le recycler et on va boucler la boucle puisqu'on en a besoin pour refaire des nouveaux matériaux. Donc c'est un grand programme. Ça va un petit peu changer les données, je vous avais dit, dans la cuisine, mais c'est une opération avec beaucoup, beaucoup de sens. On parle de sens tout à l'heure. Le sens, c'est... Là, on remet un lien entre les campagnes et les villes, puisque les campagnes nous nourrissent, nous citadins, et là, je dis souvent de la fourche à la fourchette, et là, on a l'occasion, au lieu d'extraire en permanence les ressources, là, les villes vont pouvoir préparer l'amendement agricole pour renourrir les sols. Donc de la fourche à la fourchette et de la fourchette à la fourche, là ça a beaucoup de sens, beaucoup de liens sur cette étape. Alors on parlait de souveraineté nationale. François, est-ce que la France est un bon ou un mauvais élève ? On en est où ? Ça dépend sur quel sujet. Je pense que sur celui qui nous concerne. Sur celui qui nous concerne, je pense que nos amis de Paprec sont mieux placés que moi pour parler des statistiques et des performances comparées. Peut-être que... Ce qu'on peut dire, parce qu'il y a ce lieu commun un peu de on serait moins bon que les pays du Nord, etc. Il y a des façons de compter qui ne sont pas les mêmes. Il y a des biais terribles. C'est-à-dire nos amis allemands, qui par ailleurs sont très vertueux, quand ils rentrent quelque chose dans un centre de tri, ils comptent que c'est recyclé à 100%. Sauf que dès qu'on fait du tri, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des refus de tri. Et donc, quand bien même dans votre poubelle jaune, vous, alors peut-être pas vous dans la salle, mais vous vous trompez, vous mettez des choses qui sont pas bonnes, ou des choses qui sont imbriquées, dégradées, je ne sais quoi. Il y a ce qu'on appelle des refus de tri, 15-20%. Et donc, en théorie, vous ne devez pas compter 100, vous devez compter 80 quand vous recyclez. Donc, nos amis allemands, ils trichent un petit peu sur les chiffres. Ça, c'est le premier sujet. Là où ils sont meilleurs que nous, c'est sur la valorisation énergétique de ce qui reste aujourd'hui, indépendamment du recyclage. Sur le recyclage, c'est pas parce qu'on n'est pas prêt, on a aussi, on n'est pas les seuls dans le secteur. On est plutôt très, très vertueux. On a les meilleures technologies du monde qui sont en place, les centres de tri qui sont les plus performants. Donc, on doit être collectivement fiers de ça, avec des très belles entreprises
entreprises françaises qui fabriquent les trieurs optiques, les balistiques, tout ce que vous voulez, tous les équipements qui font tout ça. Là où on est un peu moins bon aujourd'hui, c'est sur la partie valorisation énergétique. On a encore plus de ce qu'on appelle centres de stockage, ce qui était avant les décharges, maintenant qui sont très bien contrôlés. Il y a en tout cas plus d'impact sur les nappes phréatiques et ce genre de choses depuis près de 30 ans. Pour autant, ça reste du stockage, c'est pas de la valorisation énergétique. Et là-dessus, les pays du Nord sont meilleurs que nous. Il y a beaucoup de développements qui se font. Il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de valorisation énergétique, notamment de réseaux de chaleur. Parce que utiliser la chaleur qu'on peut produire à partir des déchets plutôt que d'importer du gaz, de faire tourner des cycles combinés ou de faire tourner, ou pourquoi pas, on a quelques centrales à charbon encore aujourd'hui, ou importer notre électricité d'Allemagne l'hiver qui provient de centrales à charbon, ça c'est pas très vertueux, donc c'est plus vertueux de mettre le déchet qui reste, et on a encore pas mal de travail à faire dans le développement des réseaux de chaleur. Donc on n'est pas le meilleur élève de la classe, mais on n'est pas dans les derniers, très loin de là, on est dans les bons élèves. Et on se rattrape. Et on se rattrape et on travaille, voilà. Et vous travaillez main dans la main avec Gerflor. On a parlé de l'association que vous aviez ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Peut-être Bertrand. Bien sûr. Effectivement, juste un point sur la souveraineté. Notre premier sujet par rapport au recyclage, c'était de se dire le recyclage est une ressource. Ça, c'était un point majeur. Deuxième aspect, c'est ça participe à notre objectif premier, c'est baisser notre empreinte CO2. Ça aussi, ça fait partie de notre stratégie. Et in fine, vous l'avez dit, quelque part, ça nous évite d'aller ponctionner, gérer dans des ressources matières vierges, qui est quelque part pour une partie importée. Et là, on l'a, entre guillemets, dans des circuits courts. On verra tout à l'heure avec notre coopération PAPEC. Et enfin, le dernier sujet, c'est clairement, on a besoin de maîtriser cette boucle de proximité pour avoir une matière contrôlée, parce qu'on le réinjecte directement dans nos produits. Aujourd'hui, je dis à peu près tous nos produits en moyenne 25%. Vous imaginez qu'il faut maîtriser parfaitement. Et ça, c'est un élément majeur. Et en parlant de comment on se positionne par rapport à l'Europe, la France a très tôt lancé des initiatives de recyclage et d'incorporation de leurs produits. Maintenant, pour revenir effectivement sur cette coopération, en deux mots, peut-être, je rajouterai des éléments précédents. Pour pouvoir faire un produit qui incorpore du recyclé, il faut faire vous devez tous peut-être le savoir, de l'éco-conception, c'est-à-dire je conçois et je formule mon produit pour qu'il puisse embarquer du recyclé. Si on ne le fait pas, on pourra courir après, on n'arrivera pas, ça sera de la perte. Le deuxième aspect, c'est faire en sorte qu'il soit le plus léger, qu'il consomme le moins de matière. Ça aussi, c'est un élément majeur. Donc on travaille en parallèle sur ces deux points. Et le troisième point, et je viendrai sur la coopération, c'est faire en sorte aussi que nos sites industriels génère le moins de chutes / déchets, parce qu'on fait la différence entre chute et déchets. La chute est maîtrisée, voulue dans les gammes, entre guillemets, et le déchet, c'est un peu l'incident. Alors, avant que vous parliez de la coopération, j'avais envie de vous poser une question aussi. Vous parliez justement de l'éco-conception, des matières recyclées qu'on va utiliser même en matière première. Quid pour tous ceux qui nous regardent de la qualité ? Je vais venir vers vous, effectivement. On parle d'éco-conception. Effectivement, c'est bien d'être vertueux, mais si ça coûte plus cher et que c'est de moins bonne qualité, voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous convaincre ? Alors ici, vous avez un produit, Gerflor est leader mondial de tout ce qui est revêtement de sol sportif. Taraflex, c'est une marque, bientôt dans les JO l'année prochaine. Ici, ce produit sportif incorpore du recyclé. Je vous le passerai, il y a une fine couche ici, c'est à peu près 30-40% en fonction du poids et autres. Et ça a exactement les mêmes performances. On l'a prévu, on l'a conçu, ça fait 30 ans qu'on fabrique ce produit. Il incorpore du recyclé, il aura les mêmes performances. Et pourquoi on le fait ? Avec justement une coopération qui maîtrise le cycle de collecte et le cycle de formulation, c'est pour que nous puissions contrôler l'absorption, le choc, la glissance de nos produits. Ça, vous allez le trouver dans un produit sportif, mais vous allez aussi le trouver dans d'autres produits. On les fera passer, Arnaud. Des produits qui sont on les fera passer juste après. Doit être des lames qui se clipsent, plutôt grand public, bâtiment, professionnel. Ça incorpore à peu près 50% de recyclé. Mais dès le départ, on a conçu le produit pour qu'il incorpore 50%, et donc il va clairement remplir ses fonctions et sa qualité. Voilà, ça, c'est important à le préciser. Vous avez raison. Et vous n'avez pas parlé du prix ? Le prix, aujourd'hui... mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Oui, vous avez entièrement raison. Le prix... Est-ce qu'on arrive à être compétitif ? Oui, le prix, déjà, ça fait partie de notre stratégie. Des fois, ça coûtera un peu plus cher ponctuellement, vous savez, en fonction des fluctuations des cours des matières, mais de par la maîtrise de boucles courtes.
Donc on ne fait pas traverser l'Europe pour des recyclés. Ça, c'est le transport, ça coûte cher. Une proximité où on a vraiment mis au point les procédés très 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 finement. Une proximité de ces centres de tri, de recyclés et de préparation et nos usines avec une proximité fait qu'à la fin de la journée, on est quasiment, en fonction des années, quasiment au même niveau. Clair. En termes de compétitivité, on ne perd pas si on maîtrise l'ensemble de cette chaîne. C'est sûr que c'est une condition préalable. Si on a mal conçu nos produits, on passe beaucoup de temps dans le tri. C'est coûteux. Grande distance, ça peut effectivement être désavantageux. Voilà. Donc on veut maîtriser notre boucle. Donc l'union fait la force et on peut aborder justement le sujet de votre collaboration avec Paprec. Peut-être... Je vous laisse commencer. Oui, alors je voulais juste revenir sur un petit point parce que François est passé rapidement. Il faut comprendre que dans tout ça, il le dirait beaucoup mieux. Moi, je vous invite vraiment à lire son livre, c'est passionnant. Vous avez qu'à, pour vous en convaincre, il y a une postface de Cédric Villani qui est dithyrambique sur son ouvrage. Donc, ça se lit très bien et très vite, ça vaut le coup. Il vous explique, si on n'arrête pas de prendre des ressources naturelles, si on continue d'accumuler des objets qu'on a fabriqués, des objets industriels ou autres, on va taper dans les... Il n'y aura plus de ressources, il n'y aura plus de métaux suffisamment. Et en plus, les gisements qu'on doit aller chercher, on a pris la partie qui était facile, on va dire, à la surface de la Terre. Et plus ça va, plus il faut aller profond, plus ça coûte cher, plus il y a des impacts sur l'environnement. Et tout ça est vrai dans tous les domaines. Donc, si on ne s'arrête pas, on va dire, si on ne remet pas des matières dans le circuit, ça va plus fonctionner après. C'est pas pour être dramatique, on n'est pas dans Don't Look Up, mais c'est pour de vrai, je vous invite à lire. Il y a vraiment des butées où c'est comme si on est sur une île déserte en étant sur la planète, hein, on n'a pas de limite. Donc il faut remettre des matières, sinon on va pas y arriver. Et en faisant ça, non seulement donc, on se redonne de la durée, pour se dire dans plusieurs années, on aura des meilleures technologies, peut-être dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Et puis, on économise du CO2 parce que la première fonte, quand vous devez faire de l'aluminium à partir de la bauxite, ça vous consomme de l'énergie, ça vous génère des tonnes de CO2 complètement dingues. Donc, si vous faites du recyclé, et tout ça, c'est pareil évidemment avec tous les matériaux plastiques qui sont faits à base de pétrole, qui passent dans la chimie et tout ça, l'énorme avantage, et je vous passe la main François, c'est qu'on économise la première fonte. C'est comme ça qu'on fait moins de CO2, c'est comme ça qu'on économise de l'énergie. Mais allez-y. Oui, je pense qu'en tant que citoyen ou cadre ou dirigeant d'entreprise dans la salle, je pense que la plupart d'entre nous s'imaginent spontanément considèrent spontanément que une économie circulaire, c'est une économie qui ne produit pas de déchets ou qui, à défaut, les recycle au mieux. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut vraiment arriver à se dire que le nouvel objectif qu'on doit viser, c'est pas tellement ces deux sujets-là, parce qu'ils vont être aspirés par le véritable levier. Le véritable levier, c'est de se dire, quand j'achète un objet, est-ce qu'il a été produit à partir de déchets ? Et c'est ça qui permet réellement de boucler la boucle, effectivement. Pour donner un exemple, vous parliez de l'aluminium. L'aluminium recyclé, d'après l'International Resource Panel du Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est environ 30 fois moins de consommation d'énergie de la production d'aluminium à partir de déchets d'aluminium par rapport à la production vierge, la première fonte, effectivement, à partir de la bauxite. Alors, c'est pas aussi important dans le cas de l'acier, ça va être plutôt 3 fois, mais c'est quand même 3 fois. Et on consomme 1,6 ou 7 milliards de tonnes d'acier tous les ans en ce moment, parce que ça croît de 3% tous les ans. Et d'où les impacts de la croissance que j'évoquais tout à l'heure. Et donc il y a vraiment ce changement de paradigme pour ceux qui produisent, c'est de se dire, comme vous l'avez fait, comment je fais pour monter la teneur en matériaux d'origine recyclée dans les produits que je vends. Et puis pour ceux qui achètent, c'est de se préoccuper beaucoup plus de savoir si le produit est conçu à partir de matières recyclées que de savoir s'il est recyclable. Parce que ensuite, effectivement, le fait d'imposer progressivement qu'il soit conçu à partir de matières recyclées va tirer toute la filière, celle de Paprec sur les centres de tri, celle des industriels pour produire, etc. Et ce que je voulais juste ajouter enfin, c'est que des produits qui sont fabriqués à partir de matières recyclées, alors
progressivement, 25% sur des produits neufs de grande consommation. Enfin, c'est quelque chose qui est déjà considérable avec des objectifs de croissance. Vous avez évoqué que certains produits chez vous font 80% de matière recyclée. Ce que je montre, c'est qu'il faudrait qu'on atteigne à peu près partout 80% de matière recyclée en moyenne. Donc on n'y est pas évidemment, mais c'est possible. Et ce que je voulais souligner, c'est que des fois, maintenant, si vous allez dans une grande surface, vous regardez les produits, et vous voyez parfois des produits de grande consommation, des bouteilles, des prises de courant, etc., qui sont produits à partir de matières recyclées. C'est-à-dire que c'est possible. Et moi, je dirige un grand projet Symbiose là, à Monaco, qui est une grosse usine qui va se construire dans les 10 prochaines années, avec 2000 tonnes d'acier dans les charpentes et dans les gaines. Et en fait, évidemment, comme je sortais ce livre au moment où on passait les contrats avec les fournisseurs, je me suis dit, just do it, quoi. Donc on a demandé à ce que les charpentes et les gaines soient construites à partir d'acier recyclé à au moins 80%, la limite de mon livre. Et en fait, c'est signé. Donc ça veut dire c'est-à-dire que les producteurs ont accepté pour ces composants qui ne sont pas hyper technologiques, c'est évidemment pas des trucs qui sont à 1000 degrés, etc. Ils ont effectivement vérifié qu'ils pouvaient, accepter de le faire. Et donc ça veut dire que c'est possible, en fait, dès lors qu'on prend le problème dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, il faut aller challenger ses fournisseurs ou en changer. Comment on fait pour justement bien sourcer ces matières premières ? Je pense que... Est-ce que tout est dans le livre ? Est-ce que tous les conseils sont dedans ? Non. Mon livre, il introduit le sujet et effectivement, il donne l'objectif. Il montre effectivement, il parle brièvement de mon exemple de Monaco pour dire, voilà, c'est possible, mais c'est pas possible non plus. C'est pas facile partout. Là, je parle d'acier où il y a plein d'usages massifs qui sont des usages avec des qualités d'acier qui sont pas extrêmement exigeantes. Si vous parlez de cuivre ou d'aluminium, c'est déjà plus difficile. Et ça, il faut que l'industrie progressivement évolue. Qu'est-ce que vous expliquiez pour ce qui concerne aussi des produits comme les revêtements de sol. Donc, et effectivement, une des façons, c'est aussi de maîtriser soi-même, finalement, l'ensemble de la boucle. Ce que vous évoquiez il y a un instant. Pour rebondir sur ce point-là, en fait, on s'est créé notre propre fournisseur. En se disant, on parlait tout à l'heure de souveraineté, c'est de se dire, voilà, on crée une JV. Gerflor faisait déjà du recyclage, a des capacités de recyclage depuis 30 ans, mais à un moment donné, quand on a vu la problématique de collecte, de mise au point de l'ensemble de ce cycle de collecte, de broyage et ensuite d'incorporation, on s'est rapproché avec Paprec en 2012. Donc vous voyez, ça remonte. On a fait des essais, nos premières matières recyclées sorties en 2012, et 5 ans après, en 2017, on a construit une JV, on a créé une JV, elle s'appelle Flore to Flore, qui instruit, je dirais, toute la façon dont on va les trier sur les chantiers. Pour l'exemple, un chantier génère entre 5 et 10% de chute de chantier. Vous imaginez un hôpital de 100 000 m², vous allez avoir 5 à 10 000 m² de chute. Non pas de déchets, c'est de la bonne matière, mais c'est tout ce qui sert aux découpes, aux couloirs et autres. Et là, en l'occurrence, on a mis un système de benne, de collecte. C'est réintégré dans le processus. Notre site commun, qui aujourd'hui d'ailleurs en saturation, puisqu'il est déjà de 6 000 tonnes de recyclés, on est en train de construire un nouveau site en région lyonnaise, plus proche de nos usines, pour aller passer encore, ajouter 12 000 tonnes de capacité de recyclage. Et ça fait in fine, par rapport au point économique que vous avez mentionné tout à l'heure, on retrouve notre compte parce que nos clients aussi nous le demandent. Il y a une demande de marché de dire qu'est-ce que je fais de ces, entre guillemets, déchets / chutes. Point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure quand on a parlé d'éco-design, aussi 50% de nos produits ne sont pas collés. C'est un point important. On parle de préparatif de la conception de nos produits. Il faut que ce soit ce qu'on appelle des produits loose-lay pour qu'on puisse facilement les reprendre, soit éventuellement les réparer, mais surtout le reprendre sans qu'il soit pollué et venir rajouter des coûts de tri pour que dans le processus, in fine, le bilan économique est identique à une matière première. Est-ce que finalement, c'est pas facile quand deux gros acteurs comme vous travaillent main dans la main, j'ai envie de dire, ça coule de sens. Alors, Bertrand en parle très bien et voilà, il a dit l'essentiel, mais ce qui est très important dans la démarche, il est modeste, et c'est quand même, ça coûte, c'est-à-dire il faut la démarche, il faut l'énergie des équipes, de Bertrand et de ses équipes pour se dire, je vais faire une vraie boucle, de vrais cycles. C'est pas
si vous voulez faire du recyclage comme on a les images d'Épinal, c'est-à-dire si c'est pour recycler les bouteilles et faire des polaires, au bout d'un moment, on va pas tous, comme c'est dit dans le livre, avoir 3 polaires de plus dans notre placard. On n'aura rien fait si ce n'est consommer de l'énergie pour fabriquer les polaires. Donc ça n'est pas du recyclage, ça n'est pas vertueux. Ça n'est vertueux que si vous remplacez un pull, que vous avez un usage de cette matière, que vous protégez de la matière. D'ailleurs, je vous interromps, mais aujourd'hui, il y a des usines qui sont capables de détricoter des pulls qui sont usagés pour refaire du fil et recréer un pull nouveau. Et là, Absolument. on est dans le cercle vertueux. Et on doit changer de modèle. Et donc, il y a une partie de grand public, c'est celle qu'on connaît le plus. J'y viendrai pour les petits échantillons que je vous ai amenés. Mais chaque entreprise, vous avez sans doute là dans la salle des productions industrielles. Il faut se poser la même question de c'est quoi le cycle de mon produit. Je le mets sur le marché, je ne sais pas combien de temps durent les revêtements. Alors entre les salons, ça dure quelques jours, et les hôpitaux, les maisons, quelques décennies. Je fais une petite parenthèse. L'objet, c'est de pousser. Ça fait partie aussi du cercle vertueux. C'est de pousser la durée de vie de nos produits. Aujourd'hui, on vise 25 ans plus. Et c'est le cas. D'ailleurs, on vient juste de démonter des produits sportifs qui ont été posés il y a plus de 25, 27 ans, donc ça fait partie de l'exercice. Et donc il faut se poser la question du cycle. Par exemple, il y a le monde, donc Gerflor est un très très bon élève, on va dire, en la matière. Il y a le monde de l'automobile qui a beaucoup progressé, où vous devez pouvoir déconstruire la voiture et réutiliser les matières premières ou même les pièces pour pouvoir reconstruire derrière une autre auto qui a un cycle de vie de peut-être 4, 5 ans, 10 ans. Et donc, dans toutes les... Et ça risque malheureusement plus de devenir des entreprises que des États qui ont un peu de mal à imposer l'incorporation. Et je reviendrai sur votre question sur le prix parce qu'elle est intéressante. Si les industriels ne le font pas spontanément, soit pour leurs clients, soit parce qu'ils ont cette conscience environnementale, ça tarde un petit peu à arriver parce que ces mesures d'incorporation, d'obliger les entreprises à mettre ça dans leur production, et là on parle que des productions françaises, je ne vous fais pas la réclame sur les productions asiatiques sans stigmatiser personne, mais il n'y a pas ces exigences environnementales de mettre des produits recyclés dans les productions qu'on achète. Donc ça, c'est vraiment... Pour le faire, il faut des boucles, il faut se poser la question, comme Bertrand le disait, de... Si j'ai du recyclé, quel usage il va avoir ? Est-ce qu'il va avoir les mêmes propriétés sanitaires, abrasives, chimiques, etc. Et donc là, je vous avais des petits échantillons. Voilà. Donc ça, c'est du PET. C'est votre bouteille on va faire un peu de pub, d'Evian ou de Vittel, qui a été recyclée, que vous avez mis dans votre poubelle jaune. Et ça va permettre, on a une usine à Limay, donc à l'ouest de Paris, où on refait pas seulement du plastique justement, c'est pas fait pour faire des polaires ou des pots, des jardinières, c'est fait pour faire ce qu'on appelle du contact alimentaire, du bottle to bottle. Donc là, vraiment, on reboucle, et il y a même certains des industriels, c'est l'exemple que vous citiez, qui font du 100%. Vous le voyez maintenant sur certaines bouteilles d'Evian ou de Coca, voilà, on va citer des marques, où ils ont quelques bouteilles qui sont 100% recyclées. Et là, donc, on est au-delà des 80%. Alors, c'est un exemple, il n'est pas encore généralisable à tout, mais ça fonctionne. On a les technologies, c'est les technologies françaises. On a été la première usine, excusez de faire le cocorico, mais non, si, ça fait du bien. Validée par les autorités américaines. Et il a fallu passer toute une série de mesures pour que Danone puisse mettre son eau pure aux États-Unis avec ces petites particules de plastique. Donc on est capable de faire ça. Et qu'on fasse ça pour des bouteilles, qu'on fasse ça avec Gerflor, il faut des industriels qui se posent la question de comment je vais remettre ce produit recyclé, ce que Bertrand expliquait, ce que tu expliquais très bien, dans mon procédé à 30, 40, 50%, 100%. C'est comme ça que ça marche pour de vrai. Et l'autre, c'est une première mondiale. Alors vous allez me dire une première mondiale là-dedans. Ça paraît rien, mais c'est les bouteilles des marques, comme ça c'est concret, de Perrier, où, vous voyez, la grande différence, c'est qu'il est bleu et là il est vert. Vous allez me dire, c'est pas dingue. C'est juste vous dire, c'est fou. Là, bravo. On va le retenir du coup. C'est que c'était fait que aujourd'hui on a l'autorisation de faire du to bottle uniquement avec celui-ci, et là on est en train de passer les autorisations pour pouvoir le faire également avec d'autres matériaux. Donc c'est une petite première mondiale, mais on n'en est pas loin. Voilà, mais c'était pour illustrer. Oui, bravo en tout cas.
Et vous parliez d'innovation. Est-ce que, alors là, on parlait de votre collaboration, ces 2 grosses entreprises. Comment vous travaillez avec les plus petites entreprises? Est-ce que vous avez forcément besoin d'elles aussi parce qu'elles vont vous apporter de l'innovation? Et vous, comment vous les accompagnez au quotidien? Peut-être Olivier? Évidemment, là on a parlé beaucoup de plastique, mais on est vraiment sur tout le spectre de déchets solides, hein, donc du bois. Vous imaginez bien aussi le vieux meuble que vous avez envie de changer, vous l'amenez à la déchetterie. Aujourd'hui, la quasi-totalité des bois reviennent dans des panneaux de particules pour refaire du bois. Donc ça, c'est quelque chose. Donc on travaille des petits et des gros panneautiers, ce qu'on appelle, c'est des panneautiers. Le carton est bien en place depuis des années, hein. Aujourd'hui, la quasi-totalité du papier et du carton Amazon vient de fibres déjà usagées. Donc ça, c'est un taux d'incorporation très élevé, hein. On dépasse les 80% voulus par François ou espérés par François. Ça va être la règle, François, qui... Je suis le directeur de conscience ici. C'est ça. Bon, à peu près tous les déchets solides travaillent sur ce taux d'incorporation-là, et donc on travaille avec souvent des partenaires de proximité. Le déchet, il a envie de trouver sa solution à proximité. Et on parle donc avec vous du déchet organique, mais j'avais vu même des startups qui recyclent de plus en plus tout ce qui est écorce d'agrumes. Il y a des tasses qu'on fabrique à partir de déchets d'agrumes. Est-ce que vous aussi, là-dessus, vous allez fournir des plus petites startups ou c'est trop petit qui ont ces idées-là? A priori, on va répondre favorablement à toutes les demandes. Donc, de la coquille de noix à l'agrume. Enfin, non, mais il y a le cuir de pomme de plus en plus. Et je sais que les Italiens sont leaders. Il y a une place à prendre. Peut-être grâce à vous. Non, mais probablement. Donc, merci de l'info. Mais par contre, il y a une logique industrielle, vous avez raison. C'est-à-dire, il y a une usine. On n'est pas très bon, nous, dans pour le coup, les petites quantités. Mais il y a plein de choses à faire. Et quel que soit le secteur industriel, quelles que soient les natures des productions, comme le dit Olivier, qu'il y ait du papier dedans, des métaux, du bois, de la matière organique, on peut recycler des choses, ça fonctionne, il faut se poser, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui aient envie de le faire sincèrement, tant que les pouvoirs publics, et je rebondis sur votre question sur le prix, n'ont pas envie, ou en tout cas pas très rapidement, d'imposer les taux d'incorporation dont parle François. Et pourquoi aujourd'hui on ne veut pas le faire? Parce que ça coûte plus cher. C'est-à-dire, le modèle de Gerflor, il peut exister dans le monde industriel, quand on a des incorporations. Pour le PET recyclé, votre bouteille d'Évian ou votre bouteille de Perrier, oui, ça coûte plus cher que du PET vierge quand il est issu quand le pétrole n'est pas très élevé et que la chimie prend moins de marge, etc. Vous avez du PET, ce qu'on appelle vierge, c'est-à-dire qui sort, qui est dans la ligne industrielle de l'extraction du baril. Dans ces cas-là, ça coûte moins cher. Et aujourd'hui, on a des industriels qui nous, là encore, des grands minéraliers qui nous en achètent. Quand ils ont positionné ça comme un élément fort de leur stratégie marketing, au sens noble, on va dire, du terme, il n'y a pas de problème. Et après, il y en a, comme ça coûte plus cher, quand il y a des petits coups de mou dans la conjoncture, comme on peut vivre en ce moment, pour mettre un tout petit peu les pieds dans le plat, ils sont un peu moins motivés pour en faire parce qu'ils n'ont pas la contrainte réglementaire. Alors voilà, c'est juste pour répondre. D'où l'importance de l'avoir. Et il y a une partie des déchets qu'on ne peut pas recycler. On voit qu'il y a de plus en plus d'innovation pour permettre justement à ces déchets qui aujourd'hui n'avaient pas leur place dans l'économie circulaire de l'avoir. J'ai vu récemment notamment une entreprise française, encore une fois, parce que je trouve qu'on innove beaucoup en France et c'est important de le dire. On parlait de prix, c'est aussi dû à l'investissement qu'on fait pour la recherche et pour arriver à mettre en place toutes ces solutions. Et France 2030, qui est partenaire de Big, œuvre beaucoup pour créer des nouveaux procédés. Et on arrive maintenant à faire avec des déchets qui jusque-là ne pouvaient pas être recyclés du tout, à en faire des petits galets qui vont servir à la construction des routes. Donc ça demande aussi un investissement, François. Au départ, on parle évidemment c'est plus cher pour celui qui va acheter la matière. On est d'accord, mais c'est plus cher aussi parce que l'investissement est lourd au départ pour l'entreprise qui met au point ce procédé.
Oui, et puis comme mes voisins l'ont dit, c'est qu'en l'absence de contraintes réglementaires, même progressives, il ne s'agit pas de créer des chocs sur la consommation, en l'absence de telles contraintes, en fait, la compétition, elle se fait sur le moins cher, en fait. Et du coup, effectivement, il y a un frein à tous ceux qui veulent justement investir pour innover sur des voies éventuellement un petit peu plus audacieuses dans la direction de l'économie circulaire. Cela étant, si à un moment, tout en gardant bien en tête effectivement toutes ces voies d'innovation et de valorisation sur des flux nouveaux qui peuvent être créés, si on regarde les matières qui sont consommées de façon massive par l'industrie, il y a effectivement toutes les matières d'origine composite et plastique d'une part, mais ensuite vous avez surtout, encore une fois, toutes ces matières métalliques. Et ce qu'il faut être juste, ce qu'il faut voir, et donc qui représente la grosse masse, malgré tout, à part les minéraux de la construction, de ce qu'on consomme, que ce soit l'acier, l'aluminium, le cuivre, etc. Et en fait, dans ces matières-là, pour les usages en tout cas les plus standards, les quantités d'origine recyclée sont largement suffisantes pour satisfaire tous les besoins de la France, par exemple. C'est-à-dire parce que les marchés ne sont pas nationaux, mais internationaux. Quand vous achetez une voiture, le métal n'a pas forcément été produit à Dunkerque. Il a pu être produit en Allemagne, en Turquie, à partir d'aciéries issues des ferrailles, etc. Donc, donc, il y a de toute façon, dès lors qu'on choisit, comme vous le disiez tout à l'heure, de travailler avec ces chaînes d'approvisionnement pour tracer, en tout cas sur certaines qualités de métal, par exemple, du métal qui vient du recyclage, les premiers pays qui vont se lancer de façon forte, ou les premiers secteurs industriels qui vont se lancer de façon forte, ils vont trouver sur le marché du métal disponible, et dans le cas, par exemple, de l'acier, ils ne le trouveront pas plus cher que le métal qui vient d'un haut fourneau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acier issu des aciéries électriques, là où on refond des ferrailles, il ne coûte pas plus cher que de l'acier de haut fourneau. C'est pas vrai dans tous les matériaux, ce que je viens de dire, mais il y a des matériaux où, franchement, il n'y a qu'à le faire, en fait. Ouais. Je rebondirai justement sur tout ce qui concerne les contraintes réglementaires. Il y a quand même une anticipation. Ce que l'on fait chez Gerflor, c'est en Europe, on voit commencer à apparaître des contraintes réglementaires. Par exemple, en Italie, obligation d'avoir un contenu recyclé dans le produit sur des chantiers publics. Donc, d'une certaine manière, ça monte, ça va... Mais avec un pourcentage ou pas? Oui, avec un pourcentage. C'est ça qui est important. Parce que les Italiens, sinon, ils sont assez bons. Hein, non, là, c'est vraiment avec 1%. Ça nous adhère. D'ailleurs, c'est pas les seuls, il y en a d'autres. Mais effectivement, vous avez raison. Et c'est une façon de se positionner pour les années futures, parce qu'il y a certains acteurs, comme vous dites, c'est tellement plus facile de prendre de la matière noble. Hein. C'est vierge, c'est facile. Comme vous l'avez dit, c'est de l'investissement R&D, c'est du travail collaboratif. Mais pour nous, c'est un facteur de différenciation pour les années futures. Mais les mentalités changent quand même. Vous sentez au niveau des entreprises avec lesquelles vous travaillez que c'est une véritable préoccupation aujourd'hui. La communauté d'architectes, très sensible, c'est quelque chose qui va très très vite, qui aura, à mon avis, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Même s'il n'y a pas du réglementaire, il y a une sensibilité. Nous, quand on présente, par exemple, nos produits sport, JO, des produits démontables, réparables et autres, on gagne du crédit, mais aussi des projets. Parce que je pense qu'effectivement, la volonté, elle est là. Après, c'est ce qu'on disait, c'est le coût qui reste le frein aujourd'hui, puisque par rapport à la qualité, vous l'avez démontré, et je pense qu'on le fait régulièrement, on arrive à avoir des produits de très très bonne qualité. Donc ce qui reste un frein, c'est plutôt le coût. Je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas trop faire de réglementation bashing sur la France, parce que malgré tout, à la marge, mais vraiment très très modestement, la loi sur la transition énergétique en fait, prévoit maintenant pour les chantiers publics dans le BTP, donc c'est bien les chantiers publics dans la construction routière en particulier ou des choses comme ça, une teneur au minimum de 50% ou quelque chose comme ça de matériaux d'origine recyclée. Donc en fait le principe maintenant existe dans une toute petite niche ou deux de la réglementation française. Donc en fait tous les espoirs sont permis. Stéphane, aujourd'hui, après que vous recyclez énormément de choses, est-ce que vous vous intéressez à ces jeunes startups qui vont recycler ou qui vont avoir l'idée de recycler quelque chose auquel vous n'avez pas pensé ? Alors oui, on a plein d'échanges. On a une équipe R&D là, sur notre pôle d'ingénierie de la Seine, où on a aussi des équipes évidemment parisiennes. Donc ils voient régulièrement des entrepreneurs qui ont des bonnes idées. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut presque tout recycler. Récemment, j'ai interviewé les fondateurs de Circuleg, qui recyclent la coquille d'œuf, qui jusqu'à présent n'était absolument pas réutilisée. On a un site comme ça sur l'étang de Thau, à côté de Sète, où... alors à la base, pour des raisons
raisons sanitaires, parce qu'il fallait que les déchets, si vous remettez les déchets d'huîtres ou les huîtres on va dire pas en forme dans les temps, ça fait des maladies, etc. Et c'est pas bien pour les producteurs, les ostréiculteurs. Et donc on gère les déchets, on récupère l'ensemble des déchets, on laisse ça. Il y a un peu d'évaporation, hein. Le process n'est pas ultra élaboré, mais par contre, après, on a du tri, de la préparation avec les coquilles d'huîtres. Vous pouvez mettre ça sur les peintures autoroutières à très forte, parce que c'est terriblement réfléchissant, donc c'est très bien. Dans maintenant les peintures blanches que vous avez sur un certain nombre de toits là, pour réfléchir le soleil. Et puis, il y a aussi des choses qui existent dans les amendements organiques, où les poules, notamment, adorent les coquilles d'huîtres. J'ai appris ça. Voilà, donc il y a plein de choses, et il n'y a pas de limite, c'est ça qu'on dit, hein, sur les cycles que veulent mettre en place les entreprises ou les secteurs industriels. Il n'y a guère que l'envie et le génie humain. Non mais vraiment. C'est-à-dire, sur tous les domaines, on peut recycler, c'est possible. Le président de la République a annoncé tout récemment que les 2 dernières centrales à charbon de France, Cordemais à côté de Saint-Nazaire et Saint-Avold dans le nord-est, allaient être converties à la biomasse. On travaille avec EDF sur ce partenariat de transformer ce qu'on appelle du bois B, donc c'est vos meubles, des meubles déjà peints, etc. Mais pour pouvoir en faire là où il n'y a pas de valorisation matière, parce que quand vous avez eu des choses qui sont traitées avec justement de la colle, des choses comme ça, c'est très difficile à le recycler, à remettre dans d'autres sens. Par contre, sur la valorisation énergétique, ça marche bien. Et vous voyez, on le fait avec EDF et comme le président l'a dit, on va faire en sorte d'être à l'heure pour pouvoir le faire, quoi. Voilà. Alors c'est absolument passionnant. Notre table ronde touche à sa fin. François, je voulais vous laisser le mot de conclusion pour les entrepreneurs, les 4 qui sont présents dans la salle. Quels conseils vous avez à leur donner? Évidemment, d'acheter votre livre, c'est impératif. Mais si vous aviez un conseil à leur donner. Merci pour le livre. Pour le conseil, c'est vraiment de s'intéresser, encore une fois, à comment on produit et à le mettre en valeur et à commencer à évangéliser la population et les clients, du coup, sur en fait, cette véritable valeur qui est l'incorporation des matières issues du recyclage qui construit l'économie circulaire de demain. Merci beaucoup. Voilà, on est dans les temps. Merci à tous les 4.